On t'entend pas, Jean-Guillaume. Ton micro est pas branché. Donc, rebonjour, excusez-nous pour ces problèmes, rebonsoir pour ces problèmes techniques. On va donc reprendre l'interview. J'attends encore quelques instants que vous nous rejoigniez en espérant que l'attente n'a pas été trop longue et que vous avez pu manger un morceau, boire un thé, un café. Le café peut-être pas à cette heure-là. Un petit whisky, quoi. Bon. Toujours avec modération. Nous ne savons pas qui nous Voilà. écoute. Jean-Guillaume a enfin réussi à retrouver le micro. Merci J'avais pour... le micro, mais j'avais pas de son. C'est revenu tout seul. Tu m'entends là? Oui, je t'entends. Je vous entends, oui. Ouais. C'est épique ce soir. Allez. Donc, rapidement, je représente Serge Garde. Vous êtes un journaliste d'investigation et vous avez donc longtemps travaillé pour le journal L'Humanité, avec lequel notamment vous avez dévoilé l'affaire Zandvoort dans les années 2000. En 2010, aux côtés de Carl Zero, donc vous réalisez le documentaire Zandvoort qui revient sur l'affaire d'un réseau pédocriminel. Et en 2013, vous réalisez donc Outreau, l'autre vérité, qui n'a pas été diffusée à la télévision française, mais qui sera diffusée à la télévision suisse. Votre lutte contre la pédocriminalité, vous la poursuivez aujourd'hui avec la sortie d'un manifeste aux côtés de Omaira Sellier et Carl Zero aux éditions Télémac, un manifeste dont le titre est 1 sur 5, puisque un enfant sur 5 aujourd'hui étant victime de violences sexuelles en Europe, d'après une enquête menée par le Conseil de l'Europe. Dans votre manifeste, vous dites que le problème est grave concernant la pédocriminalité, qu'il y a un déni de réalité, et vous pointez plusieurs blocages institutionnels, humains et culturels. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces blocages humains? Les blocages humains, vous savez, si vous avez un magistrat qui n'est pas au clair sur ces questions-là, ou un policier qui n'est pas au clair, il a la possibilité de bloquer une enquête, ou du moins de faire en sorte qu'elle ne soit pas prioritaire. Donc ça, c'est classiquement, tout le monde peut le comprendre, les blocages individuels. Les blocages institutionnels, c'est beaucoup plus pernicieux parce que, par exemple, le droit français est basé sur le patriarcat, les lois du patriarcat. Et il a fallu attendre 1945 pour qu'un magistrat soit autorisé par le code pénal à regarder ce qui se passait au sein d'une famille. Et encore, c'était des familles lumpen prolétariat. Hein. Ce n'était pas les hautes sphères de la société. Donc ça, ces blocages institutionnels, ils existent et ils pèsent. Et puis les blocages culturels qui sont pour moi les plus importants, eh ben, c'est notamment sous-culture ou cette marmelade de culture teintée de freudisme qui assimile l'enfant à un pervers polymorphe, un séducteur d'adultes, et qui fait que, vous savez, il y a eu plusieurs générations de journalistes, de magistrats, de policiers d'enseignants, qui ont tous eu cette idée dans la tête. C'est-à-dire que le Et danger encore venait de aujourd'hui. l'enfant, encore aujourd'hui. Et voilà, alors ça, c'est ce qu'on appelle les blocages culturels, qui sont les plus importants. La difficulté vient du fait que tous les blocages, qu'ils soient individuels, institutionnels ou culturels, aboutissent au même résultat, qui est une espèce d'omerta sur ces questions-là. Déjà qu'on est une société qui est mal à l'aise sur la question de sexualité, alors quand il s'agit de sexualité dans lesquelles des enfants sont victimes, là, tout le monde regarde ailleurs, quoi. Alors, je vais peut-être
je peux poser une question, Ophélie, ou tu voulais y aller tout de Non, suite? vas-y, il y avait Vas-y, un vas-y. décalage. Oui, d'accord. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant quand on s'intéresse à ce que vous faites, j'avais commencé à essayer de l'expliquer dans la première mouture, c'est Zandvoort, ce fichier que vous récupérez, et le documentaire que vous faites avec Carl Zero, qui est disponible en libre accès sur YouTube. C'est intéressant d'y revenir parce que j'ai l'impression que ça va constituer un tournant dans votre vision de la situation, hein, de la pédocriminalité. C'est-à-dire que vous disiez tout à l'heure que c'était pas un sujet, c'était un sujet parmi d'autres. Mais au moment où vous rentrez dans l'affaire Outreau, puis dans le fichier Zandvoort, votre vision de la pédocriminalité a changé. Alors, ça va être compliqué Oui, parce que Jean-Guillaume a sauté, mais du coup, la question, oui, c'est comment votre vision de oui, la je réponds à la pédocriminalité question. change. Voilà. Eh bien, j'ai retrouvé, puisque l'interruption, j'ai retrouvé le journal Hmm, qui a publié mon enquête. Voilà, donc ça faisait vraiment Hmm. la une du journal. J'étais même étonné moi-même que le journal y accorde une telle importance, compte tenu de la façon dont la presse traitait ces questions-là auparavant. Et puis, bon, pour moi, c'était une enquête parmi d'autres. Je travaillais sur les mafias, le système mafieux, les systèmes mafieux notamment, les paradis fiscaux, etc. Donc, ce qui a changé, c'est que le travail que j'ai pu faire avec d'autres a été utilisé par les associations de défense des droits des enfants mhm, comme un outil pour leur combat. Et ce sont les associations qui ont fait de moi un spécialiste de ces questions que je n'étais pas au départ. Donc je ne dirais pas que mon regard a changé, mais que le contexte de la société a fait que j'ai été amené à changer mon regard professionnel sur ces questions. Et puis, il y a aussi là aussi une dimension personnelle. C'est-à-dire que j'ai été 10 ans enseignant avant d'être journaliste. mhm. Et pour moi, faire du mal à un gosse, ça dépasse l'entendement, quoi. C'est-à-dire que moi-même, j'étais dans un certain déni avant d'avoir découvert ce travail par mon job de journaliste. Voilà. Et comment vous sortez de ce déni en faisant des recherches? Ben, des recherches, oui, bien sûr, évidemment. C'est-à-dire, très franchement, sur ces questions-là, moi, je comprends que les gens préfèrent regarder ailleurs. C'est tellement horrible. C'est même plutôt sain. Voilà, c'est un bon réflexe. Simplement, quand on est un professionnel, un journaliste, un policier, un magistrat, on n'a pas le droit de regarder ailleurs. Donc, il faut faire le boulot, même si c'est assez terrible, parce que ce n'est pas des enquêtes anodines. On y laisse tous quelque chose. Voilà. Donc oui, je me suis plus intéressé à ça, puis je me suis surtout posé la question, pourquoi en 2000, quand je sors cette enquête, pourquoi est-ce que ça fait le buzz? Tous les médias en parlent, toutes les télévisions en parlent. Et pourquoi, dans les années 80, lorsque j'ai fait mes premières enquêtes sur des réseaux pédocriminels, que j'appelais à l'époque pédophiles, euh, pourquoi personne ne réagissait? Et donc, la seule réponse que j'ai trouvée, c'est qu'il y avait eu l'affaire du trou en Belgique et que brusquement, la peur de Mhm. voir son enfant victime d'un pédocriminel était devenue une des peurs majeures dans les opinions publiques européennes et en France notamment. Évidemment, Et, ça changeait beaucoup de choses. Simplement, la peur qui transparaissait dans l'opinion publique, elle n'était pas relayée par les institutions, par le pouvoir en place. mhm. Et Et donc, dans les débats qui ont suivi la révélation de l'affaire du CD-ROM de Zandvoort, dans quasiment tous les débats télévisés ou radiophoniques que j'ai pu faire, j'étais opposé à des gens qui représentaient l'institution policière ou judiciaire
et qui disait en substance, non, tout ça, c'est du pipeau, c'est du fantasme. Mhm. Voilà. Vous fantasmez. Vous Et êtes en... dangereux parce que vous réactivez C'est ça. le mythe de l'ogre moderne, et l'ogre moderne, c'est le pédophile. Voilà. C'est ce qu'on m'a dit, quoi. Et, C'était ça l'état de la société l'an 2000. et en 2007, par rapport à cette institution du judiciaire, la France, elle signe une convention, la convention de Lanzarote, je crois, Lanzarote. Lanzarote, qui dit que la violence sexuelle faite aux enfants doit être criminalisée, Oui. et ce n'est toujours pas le cas. Donc, attendez, j'ai répondu à la question, mais on en est où aujourd'hui par rapport à la criminalisation des violences sexuelles faites aux enfants en France? Écoutez, partons de ce travail de la Commission pas de la Commission européenne, du Conseil de l'Europe, pas confondre les deux. Conseil de l'Europe qui publie une enquête qui établit qu'un enfant sur 5, en moyenne dans tous les pays qui constituent l'Europe, du Conseil de l'Europe, c'est-à-dire pas simplement les 27 ou 28 pays de l'Union européenne, Mhm. mais les 47 ou 48 pays qui participent au Conseil de l'Europe, dans tous ces pays-là, il apparaît qu'environ un enfant sur 5 a été victime de violences sexuelles. Et la situation était tellement grave que le Conseil de l'Europe a décidé d'organiser une convention en Espagne, sur l'île de Lanzarote. Et des travaux de cette convention, vous avez eu la signature unanime de tous les pays qui ont signé la convention de Lanzarote, qui prévoyait notamment de criminaliser toutes les atteintes sexuelles sur les mineurs. Criminaliser. Mhm. Et en France, force est de constater qu'on en est toujours à correctionnaliser les crimes. C'est-à-dire la tendance, c'est de nier le caractère du crime et de transformer en délit. C'est-à-dire, on a exactement ça en ce moment avec l'écocide. Mhm. Dans l'actualité, il y avait un projet avancé par la Convention écologique là, de créer dans le code pénal un crime d'écocide, un crime contre l'environnement. Mhm. Et ce qui est en train de se produire, c'est que le gouvernement travaille sur un délit d'écocide, C'est c'est-à-dire ça. on minimise. Aujourd'hui, en France, on l'a vu avec Jean-Pierre Rosenweg, on a tendance à Oui, dépénaliser, pardon, les violences sexuelles sur mineurs et à les faire passer au tribunal correctionnel, c'est-à-dire sous la forme d'un délit, ce qui fait que les voilà. peines sont moins importantes, et ce qui permet de passer aussi en justice plus rapidement. Au téléphone, vous m'avez parlé des violences sexuelles comme un crime invisible. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi? Mais oui, au moment où nous parlons, probablement, vous avez un enfant ou une enfant qui se fait violer quelque part à 100 mètres, 500 mètres autour de nous. On ne peut pas le savoir. Par définition, le crime est invisible. Ce crime-là est invisible. Or, Mhm. tout notre système pénal et notre système policier est basé sur les criminalités visibles. Si je vous assassine parce que la liaison n'est pas bonne, vous voyez ce que je veux dire. Bon, euh, il y aura votre cadavre, ça va faire désordre. Ça crée un trouble à l'ordre public. Donc il faudra une enquête, il faudra trouver un coupable. J'espère bien que ce ne sera pas moi, mais peu importe. Il faut un coupable, il faut qu'il soit jugé. Et à ce moment-là, le trouble à l'ordre public est rétabli. Maintenant, dans le cas d'un viol d'enfant, le crime est invisible. Le crime devient visible à quel moment? Quand le magistrat, au bout de son enquête, met en examen quelqu'un. C'est-à-dire que c'est le magistrat qui est à l'origine du trouble à l'ordre public, Mhm. ce qui est contre nature pour les magistrats. Et ça fait partie des blocages, des pesanteurs institutionnels, ça.
Voilà. Mais je voudrais revenir sur Lanzarote. C'est intéressant, le constat 1 sur 5, hein, qui est le titre Du manifeste. du manifeste. 1 sur 5. Un enfant sur 5. Parce que, franchement, moi-même, j'étais estomaqué. Enfin, je mesurais que c'était quand même important. Mais un enfant sur 5, ça veut dire quoi? Que dans chaque classe de chaque école, vous avez entre 2, 3, voire 4 enfants qui ont été ou qui sont victimes de violences sexuelles. C'est énorme. Ça veut dire que quand vous êtes, après le déconfinement, dans un café où il y a 15 personnes autour de vous, ça veut dire qu'il y en a 3 qui ont été confrontés au problème. Statistiquement, évidemment, il faut comprendre. Donc, vu l'ampleur du drame que ça représente, vu le problème de santé publique que ça pose, il y a de quoi s'étonner qu'il n'y ait pas une réaction de la société à la hauteur de ce constat. Ou alors qu'on dise le Conseil de l'Europe se plante, mais à ce moment-là, il faut l'établir, il faut le prouver. Personne n'a dit non, le Conseil de l'Europe s'est planté. Personne ne l'a dit. Donc, nous sommes partis, Karl Zéro, Merassi et moi-même, de ce constat, et ensuite on a tiré le fil. Mhm. Et sauf à considérer que la pédocriminalité est un phénomène récent, ça n'existait pas avant, les enfants d'hier étant devenus les adultes d'aujourd'hui, on peut donc en conclure que il y a un enfant sur 5 qui est victime de violences sexuelles, mais qu'un Européen sur 5 a été victime de violences sexuelles. Un Européen sur 5, un Français sur 5. Et alors, Est-ce que, est-ce oui, que cette situation, oui, est-ce que cette situation finalement dramatique d'un enfant sur 5 pose pas aussi la question des auteurs? C'est un sujet très très sensible. Qu'est-ce qu'on fait des enfants victimes? Déjà, est-ce qu'on arrive à les retrouver s'il y en a un sur 5? Et qu'est-ce qu'on fait des auteurs? Parce qu'ils existent. Donc, est-ce ben que c'est oui, aussi la volonté de mettre la tête dans la terre, à faire l'autruche pour pas répondre à cette question-là? ben oui, parce que ça fait des millions de victimes. Mhm. Et victimes de qui? Et là, on tombe sur... enfin, ça donne vraiment le vertige. Parce que, alors, on n'en est plus à un seul vertige. Il y a eu le vertige MeToo qui a été essentiel dans la libération et la prise de conscience des violences faites aux femmes. Et le phénomène MeToo a en même temps occulté un autre fait, c'est que dans les violences sexuelles, ce sont les enfants qui sont majoritairement victimes. Et beaucoup de témoignages dans le phénomène MeToo, ce sont des témoignages d'adultes qui, qui expriment qui disent avoir été victimes, mais elles ne donnent pas l'âge auquel elles ont été victimes. Or, il y a plusieurs enquêtes qui montrent que la majorité des victimes de violences sexuelles, ce sont des enfants. Mhm. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous vivons avec des millions de personnes qui ont été victimes et qui ont occulté le fait d'avoir été victimes, et nous vivons avec des millions de personnes qui, à un moment dans leur vie, ont été prédateurs. Là, je ne vous vois plus, c'est normal? Oui, et je ne sais pas ce qui se passe, mais du coup, je suis toujours là. D'accord. Vous voyez, donc, et ça, c'est troublant. Et pour rebondir sur ce qu'a dit votre collègue Jean-Guillaume, ouais. Guillaume, euh, qu'est-ce qu'on fait pour les victimes? Pas grand-chose. Il y a- on fait rien institutionnellement pour les enfants qui ont été victimes. Ce sont les parents ou des associations qui doivent prendre le relais pour leur assurer un suivi psychologique. Mais on fait rien, il n'y a rien de prévu, quoi. Et que fait-on pour prendre en charge les auteurs, pour éviter la récidive, pour éviter Mais les le auteurs, passage ils à sont l'acte? où? Oui, c'est ça qui est... OK. Et
là, vous savez, je pense à l'actrice Isabelle Carré, qui a publié un très beau livre qui s'appelle Du côté des Indiens, et où elle révèle, son personnage révèle avoir été victime de violences sexuelles, et, et elle dit qu'il existe une zone grise, une zone grise. Il y a cette zone grise qui existe. Mhm. Et là, il faut qu'on prenne du recul par rapport à tout ça. Nous vivons dans un système patriarcal. Nous y sommes toujours. C'est quoi le système patriarcal? C'est un système dans lequel la, la femme est considérée comme étant au service de l'homme. Et donc, y compris au service sexuel de l'homme. C'est pas moi qui ai inventé la notion de devoir conjugal quand même. C'est terrible, cette notion. Et donc, quand on réfléchit bien, un violeur n'est pas considéré comme un violeur, comme un criminel à part entière. C'est simplement un homme qui aurait plus de testostérone que les autres. Mhm. C'est presque une victime de sa morphologie, quoi. Si on suit le schéma patriarcal, il y a de ça. C'est-à-dire que dans la sexualité vue par le patriarcat, il n'y a pas de rupture entre la sexualité patriarcale et le viol. Il y a une espèce de continuité. Il y a un moment où il y a une zone grise, une zone d'ombre, mais et ça pose un problème pour toute la société, c'est-à-dire que on vit, je l'ai dit tout à l'heure, dans une société qui est très mal à l'aise avec la sexualité d'une façon générale, une société qui est encore plus mal à l'aise avec ces questions de violence sexuelle, surtout sur les enfants. Et la réponse à ça, ça serait de développer une éducation sexuelle digne de ce nom. Enfin, c'est Mhm. aberrant, l'éducation sexuelle telle qu'elle est pratiquée en France. En tout cas, c'est ce qui est revenu chez la plupart des intervenants et les entretiens qu'on a menés, c'est qu'il y a vraiment un besoin nécessaire de former les enfants, les adolescents à ce qu'est le consentement, etc. Parce Bien que sûr, sinon, en fait, c'est la pornographie qui prend le pas. exactement. Ah oui, ah oui. Et c'est terrible de laisser les enfants faire leur éducation sexuelle avec la pornographie. Parce que dans la pornographie, vous n'avez pas de maladie sexuellement transmissible, vous n'avez pas de femme qui est enceinte, etc. Et puis, toutes les femmes paraissent aimer ce qu'elles subissent, y compris quand c'est violent, alors que ça n'a rien à voir avec la réalité. Donc, il faut repenser, vous voyez, pour revenir au manifeste, l'une des conclusions que l'on de tout ça, c'est que on s'est planté sur le diagnostic. Vous savez, quand vous n'avez pas de réponse, c'est souvent que la question est mal posée. Et on fait comme si les crimes sexuels sur les enfants, la pédocriminalité, étaient une addition de cas individuels. Vous avez un chirurgien qui est dégueulasse à Jonzac, voilà, et qui fait 300 victimes. Vous avez Fourniret qui fait tant de victimes, etc. Mais si le diagnostic qui est actuellement celui de la France, c'est de dire la pédocriminalité, ce sont des actes individuels, effectivement, il faudrait une réponse individuelle. Mais on voit bien que ce n'est pas possible devant une telle masse de violences sexuelles, une telle masse de victimes. Je vous interromps parce que je ne sais pas si vous m'entendez, je vous interromps parce que ce que vous dites là est fondamental. Hein, vous m'entendez? Oui, oui. Oui, je vous Voilà. entends très bien et je trouve que vous avez une approche très juste. Ce que vous dites est fondamental parce que le diagnostic est pas le bon.
L'intérêt que j'ai à vous écouter et à regarder les documentaires que vous avez faits, c'est qu'on élargit le champ de ce qui se passe dans les questions de pédocriminalité et on se rend compte qu'il y a des réseaux, c'est pas simplement des pédophiles isolés. Et peut-être que cet aspect-là, vous pourriez nous le développer sur Zandvoort, parce que Zandvoort ou Tros sont un peu des cas d'école de comment on est passé d'un réseau à circuler, il n'y a rien à voir. Quand on les étudie grâce à votre documentaire, on comprend mieux la mécanique. La mécanique terrible qui fait qu'on va mettre tout sous le tapis, qu'on va oublier l'histoire. Oui, comment dire? Internet, depuis son existence, a complètement bouleversé les criminalités, toutes les criminalités, toutes les criminalités. Elle leur a apporté la fluidité. Lorsque j'ai commencé à travailler sur ces questions-là dans les années 80, on distinguait ce qui se passait à l'intérieur des familles et ce qui se passait à l'extérieur. Et on disait d'ailleurs, on disait 80% des crimes commis sur les enfants, ça se passait à l'intérieur des familles. Je ne sais pas d'où ils sortent les 80%, mais c'est peut-être proche de la réalité. Simplement maintenant, quand vous avez un viol d'enfant devant une webcam, il peut être intrafamilial et en même temps être partagé dans le monde entier. Donc cette notion de intra et d'extra-familial n'est plus pertinente. Internet, ça s'appelle le net, c'est le réseau. En soi, c'est un réseau. Donc, qu'on vienne dire qu'il n'y a pas de réseau pédocriminel, c'est absurde. Allô? Oui, 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 on vous écoute. Est-ce que... attendez. Vous parlez donc qu'il n'y a pas de réseau et finalement... pardon, qu'il y a des réseaux. Je pensais que c'était Jean-Guillaume qui avait posé la question qui allait intervenir. Donc vous dites qu'il y a des réseaux et pourtant ces réseaux, personne ne veut les voir. On nous dit qu'ils n'existent pas. Est-ce que vous pouvez nous raconter, voilà, que savez-vous de ces réseaux? Est-ce qu'aujourd'hui, qu'en est-il de ces réseaux? Écoutez, la première enquête que j'ai faite, c'était sur le Minitel Rose. Et déjà, il y avait des gens qui étaient en réseau par l'intermédiaire du Minitel. Bon, mais on ne se posait pas la question de savoir réseau ou pas. Je parlais de pédophilie à l'époque, sans me rendre compte que le mot était inapproprié, quoi. Bon, je peux préciser là-dessus. Pédophilie, ça veut dire c'est une tendance sexuelle qui tend à aimer les enfants. Il n'y a pas d'amour. Quand on viole un gosse, on utilise un enfant pour satisfaire ses fantasmes sexuels, ce n'est pas de l'amour. Donc c'est pour ça que j'ai parlé ensuite de pédocriminalité. Et donc, vous avez des personnes qui sont là, qui s'échangent des relations, qui s'échangent des fois des enfants. Et vous avez une institution qui dit non, non, ce n'est pas des réseaux. Moi, j'ai assisté à Melun à un procès d'un récidiviste dans la matière. Il y avait 13 personnes dans le box des accusés. Certains étaient encore en prison, d'autres qui comparaissaient libres. Et il y a le procureur qui s'est levé pour requérir, qui a dit certains vont parler de réseau. Non, il n'y a pas de réseau. C'est simplement des individus qui se connaissent. C'est pourtant bien la définition d'un réseau. Ben oui, mais écoutez, vous avez une définition qui est à géométrie variable. En matière de terrorisme, 4 personnes qui sont en relation suivie, c'est un réseau. Dans des affaires de pédocriminalité, vous avez 25, 30 personnes qui sont en lien. On dit non, c'est pas un réseau. Et pourtant, la France a jugé 3 affaires de réseau en tant que réseau dans les années 96, 97, 98. Puis après, plus rien, plus de réseau. Là aussi, je me suis interrogé. Pourquoi? Simplement, ça correspond à ce qui se passait en Belgique avec l'affaire du trou.
C'est-à-dire que quand le premier juge d'instruction en Belgique, le juge Conrad, enquêtait sur l'affaire Dutroux, Qui a été démis, hein. Je sais pas l'hypo- si vous m'entendez. pardon, Il a été démis de l'enquête avec des grandes manifestations à la clé. il a été dessaisi, oui, mais Dessaisi, pardon, oui. il a été dessaisi parce que, enfin c'est mon opinion, parce qu'il menait son enquête sur une hypothèse qui ne plaisait pas en haut lieu, à savoir que Dutroux était le fournisseur en chair fraîche des orgies du Gotha belge. Et il a été remplacé par un juge qui a complètement détricoté la première enquête et qui a fait de Dutroux un prédateur solitaire avec 3 autres complices dans la... Mais voilà, c'est des prédateurs solitaires. Et donc, pendant la première période où le juge Conrad a instruit l'affaire Dutroux dans l'hypothèse d'un réseau, en France, immédiatement, il y a eu une réactivité et vous avez 3 réseaux qui ont été jugés en tant que réseau. Une façon de dire, vous voyez, nous, on n'est pas des Belges. Nous, en France, quand il y a un problème, on le juge. Mais dès l'instant où le juge Conrad est dessaisi et qu'il n'y avait plus de réseau en Belgique, il n'y a plus de réseau en France. Et, et pourquoi aujourd'hui, en fait, on est dans une vision binaire, c'est-à-dire que soit on y croit, soit ça n'existe pas, quelque part. Et que quand on parle de réseau, souvent à côté, il y a le mot complotiste. Bien sûr. Bien sûr, je suis complotiste, je l'apprends tous les jours, bien sûr. Mais moi, je vais vous dire, moi, je ne crois pas au complot, parce que ce serait trop simple. Ce serait tellement plus simple s'il y avait un complot. Parce que les complotistes, ils se raccrochent à une théorie parce qu'elle est simpliste, parce qu'elle apporte une réponse simple à tout un ensemble de problèmes. Moi, je dis exactement le contraire. Je dis que la pédocriminalité, c'est un fléau social complexe qu'il faut étudier dans sa complexité et pas prendre de raccourcis. Donc, je suis dans un schéma tout à fait à l'opposé du complotisme. Mais redites-moi votre question. Oui, qu'aujourd'hui en France... vas-y, Jean-Guillaume. Oui, vous niez pas l'existence des réseaux. Or, aujourd'hui, quand on traite quelqu'un de complotiste, c'est pour nier l'existence des réseaux. En disant, vous as fabulé, il n'y a pas de réseau. C'est ça le raccourci, il est là. La question, elle porte vraiment là-dessus. C'est minimiser l'impact et rester dans une négation de l'existence de réseaux mafieux organisés, structurés avec de l'influence dans des sphères de pouvoir. Écoutez, moi, je ne suis que journaliste. Je travaille sur des faits, sur des dossiers. Ce que j'ai dit sur l'affaire de Zandvoort, parce que j'avais les preuves. Voilà. Moi, je suis prêt à dénoncer un réseau, etc. Encore que maintenant je suis à la retraite. Hein. Mais il y a les faits. Et la façon de nier la réalité, vous savez, les Anglais ont un proverbe que j'aime beaucoup. Ils disent la preuve du pudding, c'est qu'on le mange. Et moi, j'ajoute le pudding, quand on refuse de le voir, on finit par se le recevoir en plein visage. Et c'est un peu ce qui se passe avec MeToo. Ah ben oui, ah ben oui. Les femmes, la parole des femmes se libère. La parole des femmes, avant, on disait pareil, on disait c'est pas vrai, mais elles mentent. C'est de leur faute, quoi. On expliquait le crime par la victime. Elle était habillée d'une façon qui ne plaisait pas ou qui était provocante, etc. Toujours les mêmes mécanismes. Et donc, bon, bah, maintenant, vous pouvez dire à une femme qu'elle a menti. Mais quand vous avez des dizaines de milliers de femmes qui disent toutes, moi aussi, MeToo, vous ne pouvez pas dire c'est pas vrai. C'est du complotisme. Et là, vous recevez le pudding en plein visage. À cela, j'ajoute que les études démontrent que les principales victimes des violences sexuelles en France, probablement en Europe et probablement dans le monde, ce sont les enfants.
D'ailleurs, quand on regarde le phénomène MeToo aux États-Unis, et quand on regarde le monde du cinéma, on peut remonter très loin. Il y a beaucoup d'affaires de pédocriminalité à Hollywood, oui. Mais ce qui est difficile dans les affaires qui concernent les enfants, je ne sais pas si vous m'entendez. Si, Oui, toujours. je vous entends. Ouais. Oui, dans les affaires qui concernent les enfants, la difficulté, c'est que ils sont pas en mesure de se faire entendre. Déjà, les femmes, on peut dire qu'elles ont eu beaucoup de mal, mais alors les enfants qui sont forcés à subir des viols, filmés alors contre leur gré, etc. Eux ont pas accès immédiatement à des ressources pour s'en sortir. C'est des années après quand ils survivent à de tels mauvais traitements. Et dans le fichier Zandvoort, c'est ça qui est terrible, c'est que des parents cherchent leurs enfants qui ont été enlevés. L'histoire est horrible et le fichier existe et vous décrivez avec minutie comment ce fichier finalement aboutit à ce que des parents français retrouvent une partie des enfants, de leurs enfants, et puis l'affaire s'arrête là. Ils reconnaissent les enfants. Il y a environ 80 enfants qui ont C'est ça. été identifiés par des proches. Et puis rien, non-lieu. Là, Et comment là, la justice, comment l'institution judiciaire, en fait, justifie ça? En l'occurrence, les arguments qui ont été avancés tendaient à dire que c'était le CD-ROM de Zandvoort. Les reconnaissances d'enfants, c'était des erreurs ou alors c'était des sosies. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez dire vous savez, quand quelqu'un ne veut pas voir, il ne voit pas. Hein. Moi, cette question-là, c'est pas à moi qu'il faut la poser, c'est à la justice. Mhm. on vous la pose parce qu'on vous a là et que vous avez décortiqué cette affaire avec minutie et que c'est tellement, c'est par vous qu'on la découvre et qu'on en reste stupéfait, sauf ceux qui ont peut-être suivi l'affaire à l'époque, mais la plupart du temps, c'est comme une sorte de double crime. Il y a le viol qui est fait, il est filmé, il est diffusé, et ensuite, au moment où on pourrait être révélé et on pourrait sauver ses enfants, l'affaire est enterrée. Euh, ça réveille les consciences, une affaire pareille. Mais vous Alors là, savez, ça semble les avoir éteintes. j'ai rencontré beaucoup de prédateurs qui sortaient de prison. J'ai rencontré aussi beaucoup d'enfants, et Omer Asseli encore plus que moi, et Karl aussi, des enfants qui ont été victimes. Beaucoup de ces victimes nous ont dit, si j'avais su, j'aurais rien dit. Parce qu'il y a une maltraitance des victimes, des enfants, des victimes mineures, par l'institution judiciaire qui est invraisemblable. Par exemple, il faut avoir vu mon documentaire sur l'affaire d'Outreau Mhm. pour réaliser que dans la cour d'assises de Saint-Omer en 2004, on a installé les enfants dans le box des accusés au motif qu'il n'y avait pas assez de place pour contenir les 19 adultes qui étaient mis en examen. C'est une première, ça. L'inversion des valeurs symboliques. Symboliquement, ça veut tout dire. Hein. Les enfants dans le box des Symboliquement, ça accusés, veut tout dire. et oui, voilà, qu'est-ce que vous voulez. C'est un petit peu pour ça que, voilà, donc, bien qu'étant à la retraite, je n'arrive pas à me dire ça y est, c'est terminé. Voilà. Donc, il y a des choses que je ne peux pas accepter, quoi. Il y a une question d'un auditeur qui dit que Interpol travaille sur ces réseaux et qui demande si vous travaillez avec eux. Hein. Ben, figurez-vous qu'après Zandvoort, j'ai été invité avec Omer Asselier, nous avons participé à un colloque au siège d'Interpol à Lyon. Et j'ai parlé de l'affaire de Zandvoort. Mhm. Et j'ai expliqué, alors vous imaginez l'amphithéâtre avec 450 policiers venus de tous les pays, avec au premier rang l'état-major d'Interpol. Enfin, c'était le nec plus ultra de la répression mondiale, quoi, voilà. Et je raconte Zandvoort, et puis j'explique qu'au début de mon enquête, j'avais un CD-ROM. Mhm.
À la fin de l'enquête, j'en avais une vingtaine. Et je me tourne vers les policiers qui étaient devant moi en disant, mais ces documents ne m'appartiennent pas. Ils sont là pour qu'on puisse sauver des enfants. Ils sont là pour nourrir les enquêtes. Alors, de deux choses l'une, ou vous me les demandez en bonne et due forme et je vous les donne, ces CD-ROM, ou alors vous devez me mettre en examen pour détention de matériel pédopornographique. Que croyez-vous qu'il arriva? J'ai été applaudi, formidable, formidable. Mais ensuite, rien, rien. Interpol n'a toujours pas demandé ces CD-ROM. Alors, je travaille avec Interpol. Moi, je travaille avec tous les gens de bonne volonté qui le souhaitent. J'ai déjà reçu des enquêteurs qui, de façon officieuse, me contactaient. J'ai travaillé avec des magistrats qui, de façon officieuse, me contactaient parce qu'ils n'aiment pas tellement être en contact direct avec un journaliste. Mais voilà, moi, je peux pas, je ne suis que journaliste. Et justement, la raison de ce manifeste, c'est de dire, bon sang, c'est l'affaire de tous les citoyens. Est-ce qu'il y a une co-responsabilité sociale par rapport à la pédocriminalité? Est-ce qu'on est tous concernés et on devrait tous agir? Oui, mais ce que j'aime pas dans cette façon d'aborder le problème, c'est que si tout le monde est coupable, personne ne l'est. Non, je ne parle pas de culpabilité, je parle de responsabilité. La responsabilité, bien sûr. Mais revenons à tout à l'heure, à ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a une erreur de diagnostic. On considère en France la pédocriminalité, c'est une accumulation de cas individuels. Alors que nous disons dans le manifeste que c'est un fléau social. Et un fléau social, ça appelle une autre réponse. Ça concerne toute la société. Ça ne concerne pas une partie du monde politique contre une autre partie du monde politique. Ça transcende tous les clivages politiques, les clivages citoyens, les clivages religieux. On devrait tous être d'accord là-dessus. Ben non, on ne l'est pas. Alors justement, Si c'est un fléau, oui. Oui, allez-y, terminez peut-être. Voilà. Dans votre documentaire, on voit justement à quel point c'est difficile, puisqu'on entend un procureur, on entend un gendarme en France, et puis ensuite, vous nous emmenez en Allemagne, où on entend des chercheurs, des Suédois, qui n'ont pas du tout la même vision de la pédocriminalité. Donc, vous avez raison de bien pointer la question du diagnostic, de cette question de la vision qu'on a de la pédocriminalité. Qu'est-ce qui se passe en France pour qu'on maintienne cette image-là? Est-ce que ça a changé depuis le documentaire? Est-ce que ces gendarmes, ces procureurs sont toujours en poste, pensent toujours de la même manière? C'est un peu comme pour les femmes. Si on pense que les femmes, parce qu'elles mettent une mini-jupe, se font voler, on tourne en rond. Enfin, si ceux qui les protègent pensent ça, on n'avance pas. Écoutez, je ne sais pas ce qui se passe dans la tête des magistrats qui sont intervenus à l'époque, puis ça m'intéresse relativement peu. Moi, je constate une chose, c'est que on a une vision fausse de la pédocriminalité. On ne veut pas voir que c'est un fléau social et pas simplement un problème individuel. Parce que, voyez-vous, si le problème est individuel, s'il y a une succession de cas individuels, ça veut dire qu'il faut plus de répression. Mais si on rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur le constat du Conseil de l'Europe, ça veut dire qu'il y a des millions de gens qui sont comportés en prédateurs. On ne va pas mettre des millions de personnes en prison. Ou alors il faudrait construire des prisons qui soient à l'image de grandes métropoles et des hôpitaux pour prendre en charge les victimes qui soient gigantesques. Donc on se heurte à une limite, comment dirais-je, une limite politique.
Je crois qu'il faut prendre les choses raisonnablement. Si c'est un fléau social, la pédocriminalité, la répression ne peut pas être la seule réponse. Or, actuellement, c'est ça. Il y a une affaire, on va faire une loi qui va réprimer encore plus le viol sur gamin. Certes, la répression, elle est indispensable, elle est nécessaire, mais ce n'est pas la clé du problème. Combien de gens pensent comme vous, en fait? Pensent comme vous et vont retravailler et vont refaire des enquêtes sur l'affaire Outreau, sur l'affaire Zandvoort, par exemple, pour permettre de mettre en lumière au grand public ce qui ne fonctionne pas. Mais écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, quand j'ai commencé mon travail de journaliste, j'ai commencé avec le mythe du Watergate et du pouvoir, du quatrième pouvoir qui est censé tout changer dans la société. C'est belle lurette que j'ai compris que les journalistes ne pouvaient pas changer la société. On fait un travail de fourmi, on apporte notre petite pierre à l'édifice. Il faut continuer le débat dans le public parce que c'est l'opinion publique qui fera changer les institutions. Il y a quand même un point sur lequel je voudrais faire réfléchir. Il y a un fléau social qui a été pris au sérieux en France. C'est celui de la mortalité sur les routes. Après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu l'accroissement du parc automobile qui était exponentiel. Et vous avez une montée exponentielle du nombre de morts sur les routes. Et quand vous voyez la courbe de la mortalité, ça monte, ça monte, ça monte, et ça culmine en 1972. Et après 1972, ça redescend lentement, plus ou moins lentement, mais de façon durable. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé en 1972? En 1972, c'est là où les politiques se sont dit l'insécurité sur les routes, ce n'est pas simplement une affaire individuelle, c'est une affaire collective. Et qu'il y a eu la création je me souviens plus du titre, une commission interministérielle de lutte contre l'insécurité routière, etc. On s'est mis à travailler de façon pluridisciplinaire sur tous les aspects du problème, les carrefours dangereux, les passages à niveau, la ceinture de sécurité, des campagnes de publicité qui étaient assez contestables et contestées, du genre un verre, ça va, deux verres, trois verres d'alcool, bonjour et dégâts. OK, tout était contestable. Ce qui est incontestable, c'est qu'il y a une continuité depuis 1972 dans l'action de la prévention routière et qu'on est arrivé à baisser de plus de 10 000 le nombre de victimes chaque année sur les routes. Voilà. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune fatalité. Il y a, là où il y a un manque à combler tout de suite, et je rebondis sur ce qui a été dit tout à l'heure. L'enfant ne parle pas. Je voudrais rappeler l'étymologie du mot enfant. Ça vient du latin infans, celui qui ne parle pas, l'enfant qui ne parle pas. Et donc, les enfants victimes ne parlent pas pour différentes raisons. Mais il faut donc leur donner la parole et il faut parler en leur nom aussi. Ce que font d'ailleurs des pédocriminels comme Gabriel Matzneff, qui se considère comme un aristocrate du sexe et qui estime que ses victimes sont des enfants privilégiés à qui il a initié aux beautés du sexe. Il peut dire ça tant que ses victimes ne parlent pas, mais il suffit qu'il y ait une de ses anciennes victimes comme Vanessa Springora qui écrit un livre qui fait revivre la parole de l'enfant qu'elle a été et qui explique ce qu'était Matzneff. Et à ce moment-là, le mythe du
du prédateur initiateur, amoureux de l'amour des enfants tombe. Voilà, ça explose, ça ne peut pas résister. Ça fait partie de la bataille culturelle il faut que les victimes parlent, il faut que la parole des victimes soit recueillie. Vous parliez tout à l'heure de mettre en lumière, de dénoncer et de ce qui est le rôle du journaliste. Et ensuite, en tant que citoyen, on peut continuer à mener ce combat. Est-ce que vous pouvez nous parler de la fois où vous avez dénoncé et vous avez amené ces images auprès des sénateurs pour montrer que ça existe, que c'est la réalité? Oui, c'est ma consoeur Laurence Beneux qui a eu l'idée d'amener dans un colloque qui est organisé au Sénat, d'amener des photos du sérum de Zandvoort. Parce qu'on nous disait c'est du fantasme tout ça. Donc voilà, la preuve par l'image. Et elle a sorti les images, et il y a des élus. C'était un public quand même très particulier. C'était des élus. Il y avait le ministre, le garde des Sceaux qui était là. Il y avait des responsables d'associations. Bon. Et il y a des élus qui ont demandé à ce que les images ne circulent pas parce que c'était contre la loi. C'est-à-dire, on ne veut pas voir, on ne veut surtout pas montrer. On pourrait penser, ce n'est pas un phénomène simplement français. En Italie, la RAI, la télévision nationale italienne, a rendu public d'une enquête qui est partie d'Italie, mais une enquête transnationale de pédocriminalité qui est partie de Sicile, mais qui en fait a montré un cheminement du trafic d'enfants de Russie jusqu'à l'Europe, en passant par l'Italie et la France. Eh bien, le patron de la RAI a été licencié, il a été viré. Non pas parce qu'il avait parlé de ça, mais parce qu'il a montré des images. Donc on ne peut pas montrer les images légalement. Moi, je le comprends, c'est traumatisant. Hein. Vous savez, quand vous êtes confronté à des viols de bébés avant, avec des photos avant, pendant et après le viol, euh, voilà. Vous avez vous aussi envie que ça n'ait pas existé. Mmh. Vous avez aussi envie de regarder Euh, ailleurs. un des éléments qu'on découvre quand on suit votre travail, vos recherches, vos documentaires, c'est la question de l'argent, la question mafieuse. Je pense qu'on ne peut pas aborder un tel sujet si on ne comprend pas qu'il y a des enjeux financiers colossaux. La, la théorie du pervers solitaire ou du violeur solitaire ou d'un masnef solitaire, elle tient pas quand on sait que les instances internationales donnent des chiffres et les sommes sont colossales. C'est une mafia qui gagne énormément d'argent par ces images parce qu'il y a des demandes, il y a des gens qui demandent, donc il y a des enfants qui sont violés, capturés pour ça. Oui. Est-ce que vous pouvez développer ce point-là parce que vous le connaissez bien et que c'est pas un sujet facile. On n'a pas très envie d'aller se frotter à une mafia parce qu'on sait qu'elle a que sa justice est expéditive. Dans un livre précédent que j'avais coécrit avec Oméra Sellier, vous voyez, on est récidiviste, on a publié des captures d'écran qui montraient qu'on pouvait, avec sa carte bleue, se payer un viol d'enfant. L'enfant choisit selon ses propres critères. Et voilà, vous pouviez payer, et puis vous pouviez même participer au tournage. Voilà. Il y a même une capture d'écran sur laquelle on voit sur un site russe des promotions publicitaires. Vous pouviez avoir deux gamines pour le prix d'une. Voilà. Et à l'époque, je participais avec Oméra d'ailleurs à un colloque en Suisse. Et à une interruption, j'ai été voir le responsable d'une banque, le responsable de la sécurité d'une banque. Il se trouve que c'était un ancien grand flic français qui est à la retraite
pantoufler, enfin, en faisant de la sécurité bancaire. Je lui ai expliqué, j'ai dit, écoutez, quand même, ça pose problème qu'on puisse, avec sa carte bleue, se payer via PayPal ou d'autres trucs comme ça, qu'on puisse se payer un viol d'enfant. Et vous savez ce qu'il m'a répondu? Il m'a dit, tant que les usagers, les possesseurs de cartes bleues ne réagiront, n'espérez pas que les banques se mobilisent, elles ne vont quand même pas tuer la poule aux œufs d'or. C'est ce qu'il m'a dit. Et il faut comprendre une chose. Moi, quand j'ai commencé à travailler sur ces sujets-là, j'avais surtout affaire à des gens qui étaient des prédateurs sexuels. C'est-à-dire, ils avaient un intérêt particulier. Ils avaient une fixation érotique sur l'enfant. Mais actuellement, ça existe toujours. Mais ce n'est plus le cas. Maintenant, vous avez des groupes criminels qui font de l'enfant comme ils font du trafic d'armes ou de la drogue. Et l'enfant a un avantage sur le trafic de drogue. D'abord, c'est que les peines sont moins lourdes. Donc, dans l'analyse du Risque. bénéfice-risque, c'est plus favorable. Puis, vous avez aussi autre chose, c'est que l'enfant, vous pouvez l'utiliser plusieurs fois, contrairement à une dose de drogue. Voilà, on est dans cette réalité-là. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On laisse faire, on ferme les yeux, ou est-ce que on exige de nos institutions de prendre la mesure du problème? Parce que dans quelle société on veut vivre? C'est quoi l'avenir d'un pays qui ne protège pas ses enfants? C'est quoi l'avenir d'un pays dans lequel on dit que finalement, bof, on peut, on peut abuser d'un enfant, hein. C'est comme l'abus d'alcool. Un verre, ça va, deux verres, trois verres, bonjour et dégâts. Un enfant, ça va? Non, un enfant, ça va pas. Voilà, un enfant, ça va pas. Comment on peut mettre l'institution judiciaire et le gouvernement en France face à cette responsabilité, puisque ça fait 20 ans que vous dénoncez ça. Et en 20 ans, il s'est passé quoi? Il s'est passé des choses quand même, attention, attention. C'est vrai Je vous que, pose la question, hein, je n'ai pas dit qu'il s'était rien passé. oui, je suis obligé de reconnaître, et je suis content de reconnaître que les choses bougent dans la tête des gens. Les institutions bougeront et elles ne bougent que lorsque elles ne peuvent plus faire autrement. Il y a un exemple quand même très intéressant à observer, c'est l'Église catholique. Même l'Église catholique a été obligée de bouger. Alors, pensez. Oui, ils ont été plutôt... on a reçu Marie Jotil sur le sujet, qui a écrit un livre, Les abus sexuels sur mineurs au sein de l'Église, et qui expliquait que l'Église a plutôt été précurseur par rapport au sujet de la pédocriminalité à la fin des années 90. Oui, oui. Bah, oui. Je ne commenterai pas. Parce que pour moi, il y a des scandales pédocriminels qui remontent à avant-guerre et en 45-50. Non, mais vous savez, C'est je une crois sortie que... pardon, je vous interromps, mais c'est vraiment un changement de civilisation qu'on est en train de vouloir faire. Comme on a appris, on est en train d'apprendre à sortir du patriarcat, là, c'est une Ça, marche qui c'est pas paraît encore haute. gagné. Hein. Ah, c'est pas gagné, hein, je suis d'accord. Et puis on sent bien que c'est difficile. Euh, là, il s'agit d'un changement où je sens ma propre colère face à un tel sujet. J'entends la vôtre, mais on devrait être des millions à être en colère. C'est le pudding à renvoyer dans la figure. Parce que quand on suit les documentaires que vous faites, on comprend à quel point c'est difficile. Alors la question d'aujourd'hui est importante. Quelles sont les avancées qu'on peut constater entre ce que vous avez lancé il y a 20 ans et aujourd'hui? Quels points ont été améliorés? Est-ce que les enfants sont mieux accueillis, mieux écoutés? Est-ce qu'il y a plus de gendarmes pour enquêter sur le net? Vous avez la cellule Pharos dont on parle beaucoup en ce moment. Oui. Ils sont 28. 28 pour lutter sur Internet
contre le terrorisme, contre les arnaques, contre les violences sexuelles sur enfants. 28. C'est par centaines de millions de connexions qu'il y a par jour. Qu'est-ce que vous voulez? C'est tout à fait à l'image de la situation. C'est-à-dire, on est dans un pays qui écrit les droits de l'enfant avec des lettres majuscules et en écriture anglaise, avec plein de fioritures, mais dans la réalité, tout ça, c'est bien minuscule, quoi. Voilà. Et à la fin du manifeste, on fait 25 propositions, des choses raisonnables. Il y a des choses qui sont, vous savez, fixer un âge du consentement, ça ne coûte rien en termes de budget. Pourquoi ça coince? Vous le savez? Parce que bah, je l'ai constaté, c'est-à-dire que en France, la majorité sexuelle est fixée à 15 ans. Ce qui voudrait dire, si on comprend bien le français, qu'en deçà de 15 ans, toute relation sexuelle entre un adulte et un enfant de moins de 15 ans, c'est un crime. La question du consentement n'a pas à être posée, c'est un crime, puisque la majorité sexuelle, c'est 15 ans. Et bien, vous aviez, encore il y a peu de temps, peut-être les 2 tiers des tribunaux, qui exigeaient qu'une adolescente ou une fillette ou un garçon violé prouve qu'il avait exprimé son non-consentement, qu'il n'était pas d'accord. Comment voulez-vous attendre d'un enfant qui a été éduqué pour obéir aux enfants, aux adultes? Donc, L'adulte, ouais. comment voulez-vous attendre? Et puis avec le phénomène de sidération qui se produit quand il y a une agression sexuelle, une agression incroyable, parce que l'enfant agressé, lui, il ne comprend pas ce qui se passe. Il ne comprend pas. Il est sidéré. Non, eh ben, voilà, c'est une mesure simple. Il ne s'agit pas seulement d'apprendre aux enfants qu'ils sont propriétaires de leur corps, que voilà, leur corps leur appartient et que personne n'a le droit de les toucher, de leur faire des choses d'ordre sexuel ou quoi que ce soit, même si c'est les parents, même si c'est des proches. Ça, c'est une chose. Mais enfin, ce n'est pas aux enfants de dire non. C'est à la société de dire aux adultes, vous n'avez pas le droit de toucher un enfant. Ça, c'est parfait. C'est parfait parce que le code pénal n'a pas défini une majorité sexuelle évidente. Pour qu'il y ait viol, une définition du viol, il faut que la victime ait prouvé qu'elle n'était pas consentante, qu'elle ait exprimé son non-consentement et qu'elle ait été victime de violences. Contraintes, menaces. Mais voilà. Mais de mon expérience, du contact que j'ai eu avec des enfants victimes, ceux qui souffraient le plus, ce n'étaient pas les enfants qui avaient été violés avec violence, c'était les enfants qui avaient été séduits par des adultes en qui ils auraient dû avoir confiance. Parce que c'est une fabrique à culpabilité d'être séduit. Voilà. Pourquoi j'ai pas dit non? J'aurais dû dire non. Il y a Andrea Bescon qui a réalisé un spectacle magnifique qui s'appelait Les Chatouilles, un film magnifique. Non, non. Le président de la République avait laissé entendre qu'il était d'accord pour qu'il y ait une criminalisation des relations sexuelles en deçà de 15 ans. 15 ans. Ce qu'on appelle les mineurs de 15 ans. C'est un raccourci juridique pour dire les mineurs de moins de 15 ans, ce qui est ambigu d'ailleurs. Bon. Et il disposait d'une majorité écrasante à l'Assemblée nationale, puis ça a été rejeté au Sénat, je crois. Enfin, ça n'a pas été, quand c'est revenu à l'Assemblée nationale, ça n'a pas été voté. On est toujours dans un pays qui ne respecte pas sa signature
apposées sur la convention de Lanzarote. Qu'est-ce qui verrouille? À qui ça profite de verrouiller? Qu'est-ce que vous voulez que je réponde? Est-ce que vous avez envie de nous répondre? Et si vous n'avez pas envie de répondre, vous ne répondez pas. Non, j'aimerais vous répondre, mais si j'étais complotiste, j'aurais une réponse tout de suite. Vous voyez, je ne suis pas complotiste et c'est très complexe. C'est une bataille culturelle de tous les instants. Si je suis là avec vous ce soir, c'est pour apporter ma petite pierre, mon grain de sable dans cette bataille culturelle, pour dire attention, attention, cette question de l'intégrité physique des enfants, ça constitue un socle pour une société. Qu'on soit de gauche ou qu'on soit de droite, on devrait tous se retrouver sur la défense des enfants. Oui, au niveau transversal politique. Oui. J'ai une question qui n'est pas facile à poser parce que je partage votre vision, mais j'ai envie d'aller, je pense qu'on a envie d'aller plus loin, justement pour aller dans ces thèmes complotistes et aller comprendre ce qui s'y passe. Par exemple, on entend beaucoup parler de rituels sataniques et j'ai retrouvé qu'en 2012, il y avait un prêtre qui avait fait une émission sur France Culture sur ce sujet-là. Donc, est-ce que c'est quelque chose dont vous avez entendu parler? Parce que ça fait partie des rumeurs. Pardon, j'ai pas entendu. De messe sabbatique, c'est ça? Non, de rituels de rituels sataniques. Sataniques. Alors, écoutez, oui, j'ai rencontré des témoins de ces rituels, notamment en Grande-Bretagne. Mais je n'ai pas suffisamment d'éléments pour pouvoir en tirer des conséquences, des enseignements solides. Je ne peux pas répondre. D'accord. Y compris en Belgique, dans l'affaire du Trou, il y avait une dimension comme ça. Bon. Je ne peux pas en dire plus. Mais ce n'est pas parce que je ne veux pas, c'est parce que je n'ai pas les éléments. Non, on comprend bien. Ça mériterait à nouveau une enquête approfondie. Je ne sais pas si vous avez entendu, je disais que ça mériterait une enquête approfondie. Bien sûr, oui, bien sûr, mais moi, à mon âge, je suis à la retraite et j'accueille volontiers les jeunes confrères qui souhaitent aller sur ce terrain-là en leur souhaitant bien du courage et en les mettant en garde sur les risques, parce que c'est pas anodin. Je ne parle pas des risques physiques, ça, bien sûr, ça existe comme dans d'autres métiers, et dès l'instant où on fait des choses et on recherche et on regarde là où il ne faut pas, on prend des risques. Et des risques au niveau personnel, au niveau de sa santé mentale, parce que c'est pas anodin, quoi. C'est pas anodin. Dans les auditeurs, il y a beaucoup de commentaires par rapport à ça qui vous remercient de prendre la parole ce soir et de parler de ce sujet-là. Et qui vous demandent si vous avez été menacé. Est-ce que vous êtes en danger quand vous prenez la parole sur ce sujet-là? Vous savez, comment dire, oui, j'ai eu plusieurs fois des menaces de mort, bien sûr. Je dis bien sûr parce que quand on fait du travail d'investigation, c'est presque obligatoire. Maintenant, j'ai toujours, vous savez, je travaillais en Sicile au moment de l'assassinat des juges Falcone et Borsellino par la mafia. Ils avaient des escortes blindées, voitures blindées, ils avaient des policiers, des Robocop devant, derrière. Puis quand ils ont fait sauter 50 mètres d'autoroute, le juge Falcone est mort. Voilà, c'est-à-dire on ne peut rien faire. Moi, j'ai toujours considéré que ces menaces de mort étaient... Voilà, si on voulait me tuer, ben, on avait qu'à le faire. On n'allait pas me prévenir avant. J'ai surtout pris ça comme des pressions, des menaces pour m'intimider, m'amener à renoncer à des enquêtes. Bon, ça, au contraire, ça me stimulait. Je me disais, tiens, là, je suis menacé, donc je suis sur la bonne voie. Et par rapport fois, je vous raconte, oui. Pardon. Allez-y. J'étais à la fête de l'humanité, vous voyez, ce grand phénomène moderne. Je faisais la queue dans un restaurant avec des amis.
C'est un grand rendez-vous gastronomique. J'aime bien la gastronomie. Et brusquement, il y a quelqu'un qui s'approche de moi et qui me dit Vous êtes Serge Garde? Je dis oui. Si vous parlez de mon enfant, je vous tue. Et il s'en va. Qu'est-ce que vous voulez qu'est-ce que vous voulez que je lui dise? Je ne savais même pas de qui il parlait. Bon, c'est comme ça. Mais il y a une règle. Vous voyez, moi, je n'ai pas de gilet pare-balles. Je m'en fous. Je ne suis pas parano. J'ai toujours créé une situation professionnelle que je recommande à mes confrères. C'est de ne jamais rester détenteur seul d'informations, toujours travailler en réseau. Face à des réseaux, il faut travailler en réseau. Et comme ça, vous créez la situation, une situation qui fait que si on s'en prend à vous, ça risque d'être contre-productif. Parce que, voyez-vous, on a quand même la chance de vivre dans un pays où il n'y a pas besoin d'assassiner un journaliste pour étouffer une affaire. C'est bien pour les journalistes, mais tragique pour la vérité. Je suis journaliste. Voilà. Moi, j'ai une autre question. C'est OK, Ophélie? Oui, oui. Moi, c'est une question personnelle. C'est-à-dire que quand vous découvrez ces CD-ROM et tout ce qui se passe, comment vous faites, vous, pour rester sain d'esprit et pas péter un câble, pas disjoncter, garder un axe intérieur? Voilà. Comment vous vous en sortez? Parce que, a priori, on n'a pas envie de voir ça. Je suis comme tout le monde. Hein. Je n'ai pas voulu voir ça au début. Hein. Et puis finalement, comme je suis journaliste et que un professionnel n'a pas le droit de détourner le regard, ou alors il change de métier. Hein. Donc, OK, j'ai fait ce que j'ai fait. Maintenant, je crois que pour faire le travail dans des conditions optimales, il faut avoir une vie personnelle équilibrée. Personnellement, j'ai une vie familiale épanouissante. J'ai une vie sexuelle épanouie. Et puis j'ai très vite abandonné l'idée que mes enquêtes allaient révolutionner le monde. Voilà, donc je faisais mon travail parce que ça dépend de moi. C'est pas du complotisme, ça c'est une référence à Montaigne. Montaigne n'était pas complotiste, ou alors il nous l'a bien caché. Et Montaigne disait il faut toujours distinguer ce qui dépend de soi de ce qui dépend des autres. Il disait j'ai été maire de Bordeaux, j'ai promis de prendre les affaires de la ville en main, pas au foie et au poumon. Ben voilà. En toutes circonstances, il faut savoir ce qui dépend de soi et ce qui dépend des autres. Ce qui dépendait de moi, c'est de faire mon travail. Ce qui dépendait de moi, c'est d'être avec vous ce soir. Ce qui dépendait de moi, c'était d'écrire ce manifeste. Après, le reste, ça ne dépend pas de moi. Donc, On répète pour le manifeste, hein, parce que c'est quand même important. Ce que vous faites, c'est qu'il sera pour 5 € disponible dans les librairies. Oui, alors. Et qui ça vaut le coup de l'acheter, de le lire, de le diffuser, de l'offrir, d'en parler. C'est aussi un moyen d'action. Vous mâchez un peu la tâche. Il a été conçu comme ça. C'est un livre qui fait une petite centaine de pages. Il se lit relativement vite. Et on a évité les longs prolongements à l'intérieur du livre parce que le livre est adossé à un site internet qui s'appelle 1sur5.org, qui sera opérationnel dans une dizaine de jours. Et il y a notamment un glossaire. C'est-à-dire dans le livre, vous avez des mots qui sont écrits en gras, qui renvoient à un glossaire sur le site. Ce qui nous a permis d'avoir un livre avec relativement peu de pages, mais en même temps avec des références, avec des explications fournies. Voilà. Donc, mais c'est dans cet esprit-là, c'est-à-dire
c'est un livre, c'est presque une pétition, quoi. Mhm. Achetez ce livre comme vous signez une pétition. C'est Donc ça. vous iriez manifester. Et oui, bien sûr. Je voulais aborder un deuxième point qui est ce documentaire Outreau, l'autre vérité, puisque vous faites ce documentaire alors que vous êtes à la retraite. Et c'est Carl Zero qui vous propose la réalisation de ce film. D'où vient ce projet de film et pourquoi vous acceptez? Karl est venu me tirer de ma retraite pour faire le documentaire sur Zandvoort. Voilà, donc moi, ça m'intéressait parce que tous les journalistes sont des gens frustrés. Vous savez, on travaille, et puis après, on passe à autre chose. Donc, ça m'intéressait de reprendre le sujet, d'approfondir. Donc, OK, on fait Zandvoort. Karl et moi, on le fait à égalité. Ça se passe très bien. Et après, Karl me dit, allez maintenant, Outreau. Et là, moi, je dis, non, non, mais attends, Karl, ça ne va pas. Attends, Outreau, j'ai pas travaillé à l'époque j'ai pas travaillé sur le fait divers. Je connais pas le dossier. Puis j'ai pas envie, moi, ces sujets-là, voilà, j'y vais à reculons, quoi. Et il m'a tanné, il a insisté, il a insisté, il a insisté. Et au bout de 4 mois, j'ai fini par dire à Karl Zéro oui, mais simplement parce que j'étais persuadé que le film était impossible à faire, parce que personne ne voulait parler. Et puis, vous savez, hein, contredire la doxa d'Outreau, c'était comme remonter les chutes du Niagara à la rame. C'est impossible. J'ai accepté parce que je me disais que plus tard, je ne voulais pas, en me regardant dans la glace, non pas annoncer ma candidature à la présidence de la République, ça c'est exclu, c'est pas. Mais je ne voulais pas me dire, on t'a proposé la possibilité de faire peut-être quelque chose sur Outreau et tu as refusé un peu par lâcheté, quoi. Donc, j'ai dit oui pour cette raison, au bout de 4 mois. Mhm. Et qu'est-ce que vous attendiez en vous attaquant à cette affaire après avoir dit oui? Rien, j'ai essayé d'être professionnel tout en étant retraité. C'est un travail de retraité, ça m'a demandé 3 ans de travail. J'ai commencé par prendre connaissance du dossier, c'est quand même 30 000 pages, un mois de travail. Et puis après, j'ai recherché les enfants victimes qui étaient ceux qui étaient devenus adultes. Et les aînés des enfants violés à Outreau Mhm. étaient en passe de devenir adultes. Il y en a un qui était adulte et le deuxième qui l'était également. Donc après, je les ai cherchés et j'ai fini par les retrouver. Et puis ensuite, de témoignage en témoignage, les bouches se sont déliées. Le juge Burgot a témoigné dans le film. Et puis des magistrats, des journalistes, des psychologues, des experts dans les tribunaux. Enfin voilà. Et au bout d'un moment, il a fallu que j'arrête parce qu'il y avait trop de monde. Donc il y a quand même 20 témoignages inédits dans le film. J'ai demandé à un avocat qui, à l'époque, n'était pas connu, mais qui a utilisé l'affaire comme marchepied. Il s'appelle comment, quoi? Éric Dupond-Moretti. Je lui ai demandé d'être interviewé. Il a refusé. Il ne m'a pas donné de suite. Mhm. Bon, j'ai fait 100. Hein. Voilà, tant pis pour lui. Lui-même qui a parlé de votre film, de ce En disant qu'il était documentaire. Oui, poisseux. c'est ça. Il y a des commentaires qui veulent une décoration. Hein. Venant de ce monsieur. Comment vous vous sentez quand vous finissez par retrouver la trace de Shérif Delay en Afrique du Sud, en Afrique? Comment vous vous En Afrique. sentez quand vous vous retrouvez face à lui? Tu peux juste peut-être préciser pour ceux qui n'ont pas autour en tête qui est Shérif Delay, parce que ça peut Oui, perdre ceux qui sont pas c'est au courant. un des 12 enfants qui a été l'aîné. reconnu, voilà, l'aîné de la famille, et un des 12 enfants qui a été reconnu victime de viol dans l'affaire Par la justice. par la justice. Parce que ça,
c'est assez extraordinaire cette façon dont on a médiatisé l'affaire. C'est-à-dire, vous pouvez demander à beaucoup de personnes, résumez-moi l'affaire d'Outreau. L'affaire d'Outreau, c'est des adultes qui ont été en prison très longtemps alors qu'ils étaient innocents. C'est vrai qu'il y a eu ce problème-là. C'est vrai que la détention provisoire, c'est une tare du système français qui est inqualifiable. Mais en même temps, la même justice qui a acquitté ces adultes, elle a reconnu que 12 enfants avaient été victimes de viol et les enfants ont été indemnisés, très peu, mais indemnisés en tant que tels. Voilà. Quand vous dites très Et peu, c'est ces qu'ils enfants ont étaient été complètement oubliés. indemnisés moins que les adultes Les qui ont adultes été qui ont passé, acquittés. Oui. voilà, 10 fois moins. 10 fois moins. Et donc, bon, c'est vrai qu'il n'était pas pensable pour moi de faire ce film sans la parole de ces enfants, quoi. Comment ça se Pour passe cette retrouver rencontre? Oui, allez-y, comment allez-y. ça se passe. Il m'a fallu à peu près 1 an pour retrouver sa trace et avoir la possibilité de l'approcher. Après, et j'étais avec Jean-Michel Garcia, le caméraman avec qui j'ai bossé, et dans l'avion pour aller à Dakar, Jean-Michel me dit, et si nous réclame de l'argent en échange de son témoignage, qu'est-ce qu'on fait? Et je lui réponds, bah, écoute, on fait demi-tour, puis voilà. Et pour moi, c'était clair, puisque dans ma tête, c'est toujours un film qui était impossible à réaliser. Donc, j'aurais été voir l'ami Karl en disant, Karl Zéro, tu vois, j'ai essayé, c'était pas possible, basta, on arrête. Ce qui n'était pas prévu, c'est que Shérif, on s'est rencontrés un jour, je crois que c'était, et il nous a parlé pendant 1 semaine du matin au soir devant la caméra. C'était incroyable, c'est-à-dire qu'on est arrivé au moment où il avait besoin de témoigner après tout ce qui a été dit, tous les mensonges qui ont été déversés sur lui. Donc voilà, et donc c'est pour ça que dans le film Outreau, l'autre vérité, vous avez l'ouverture du film qui commence par le témoignage de Shérif Delay. Jean-Guillaume? J'avais pas de questions là, tout de suite là-dessus. Hein. J'ai écouté ce que vous expliquiez parce que cette affaire d'Outreau vous apportait un autre regard. Donc je trouve important que vous résumiez Oui, ce qui s'est passé et qui l'amène. Écoutez, Après, vous avez une affaire dans laquelle il y a 19 inculpés, 19 personnes jugées. Vous avez 10 condamnations en première instance, 4 condamnés qui ne font pas appel. Donc ces 4 condamnés, les enfants qu'ils ont violés deviennent ipso facto victimes. C'est ce qui s'est passé. Il y a 12 enfants qui ont été reconnus victimes par la justice. Là où ça se complique, c'est que ces personnes ont été condamnées pour des violences sexuelles, pour des viols, des actes parfois de barbarie, torture et barbarie, mais également pour proxénétisme. C'est-à-dire que l'affaire d'Outreau, c'était aussi pour la justice une affaire de proxénétisme. Et la question se pose, où sont les clients? Il n'y a pas de clients. Ce n'est pas une première. Hein. La France, c'est aussi une spécialité des affaires de proxénétisme sans clients. Voilà, donc simplement, c'est pour ça le titre Outreau, l'autre vérité. Je ne conteste pas l'acquittement des adultes qui ont été acquittés. Ils sont acquittés à perpétuité. Ce que je conteste, c'est le fait qu'on ait caché l'autre vérité produite aussi par la justice et qui établissait que 12 enfants ont été violés. juste on va peut-être terminer avec ça.
moi j'ai appris quand même qu'il y avait un juge qui demande à un enfant qui a été reconnu victime en première instance, hein, vous me dites si je me trompe, il lui dit, alors cette fois-ci, vous allez nous raconter quoi? Vous avez été enlevé par les extraterrestres? Je répète à peu près. Hein. Violé par des Ouais. martiens, oui. Oui, oui, ça a été dit au Surréaliste. procès en appel en 2005. Oui, c'est le procureur, c'est pas n'importe quel magistrat, c'est le procureur, l'avocat général. Voilà. Ben, vous savez, tout ça, mis bout à bout, ce sont des symptômes de l'état d'une société. Donc, est-ce qu'on laisse faire ou est-ce qu'on veut bousculer les choses et puis changer les choses? Mais il ne faut pas attendre de miracle. C'est un travail lent, c'est un travail citoyen. Oui. Je pense que c'est peut-être votre message, il est là, c'est accepter la longueur de ce temps qui nous paraît infini par rapport à l'enjeu. Un peu comme quand on s'est attaqué à l'esclavagisme, ça a mis plusieurs siècles pour arriver à changer. Et peut-être que là, c'est accepter un temps long et que ça prendra plusieurs générations et qu'on apporte chacun sa pierre à l'édifice. Je crois que vous en parlez dans le manifeste. Hein. Vous faites à la fois référence au colibri et aussi au canadair. Peut-être qu'on peut conclure Bien sûr, avec il faut les deux. Mmh. Il faut les deux. Mais vous savez, je disais, parce qu'après l'affaire de Zandvoort, j'ai été contacté par plus d'une centaine de parents, de grands-parents, de membres de la famille qui étaient inquiets quant à la situation de leur enfant. Et à chaque fois, je leur ai dit, vous savez, vous êtes dans l'urgence. C'est compréhensible. Comment ne pas l'être? Mais comprenez bien, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. C'est-à-dire que, première des choses, c'est à intégrer le fait que c'est une bataille de longue haleine, avec des moments d'accélération, des moments de recul, ou trop. La façon dont ça a été médiatisé et utilisé par des avocats et des politiques, ça a été un recul dans la défense des enfants. Mais vous avez le phénomène MeToo, malgré l'occultation du phénomène des viols d'enfants, bouscule complètement, brise un barrage, quoi, brise l'omerta. Donc, voilà, je ne sais pas de quoi demain sera fait, mais j'ai bon espoir, parce que vous savez, à partir du moment où une victime commence à parler, elle libère des dizaines de paroles de victimes. Toujours comme ça. Et c'est un mouvement qui est irréversible. Ça demande du temps. Voilà. Merci beaucoup, Serge Garde, d'avoir été avec nous ce soir. Donc, je rappelle que pour participer à ce marathon, comme vous l'avez dit, et à cette bataille, je vous invite à commander le manifeste 1 sur 5. Et aujourd'hui, c'est compliqué. Oui. J'ai des problèmes d'élocution. Voilà, 1 sur 5 aux éditions Télémac. Je voudrais aussi remercier l'équipe derrière donc, le Forum de l'enfance libre, Manuel Lang à la production et Elodie qui nous aide à préparer ces interviews et qui nous soutiennent. Demain, pour la dernière de ce forum sur les violences sexuelles sur mineurs, je recevrai Violaine Chabardès, qui est capitaine de gendarmerie retraitée à la brigade de prévention de la délinquance juvénile. Et aujourd'hui, elle travaille au sein de l'association Les Colosses au pied d'argile et sensibilise notamment les institutions sportives aux violences sexuelles sur mineurs. Voilà, dans le monde du sport, exactement. Merci beaucoup. Super. Merci aussi à tous les commentaires et toutes les personnes qui ont participé activement à cette discussion ce soir. Elle partage le manifeste et les vidéos de l'enfance libre. Hein. Partagez à vos amis, envoyez-les, et aussi en possibilité de diffusion. Hein. Tout à fait. Partagez et ensemble. Le livre sera effectivement dans les librairies le 3 décembre. Et pour l'instant, il est en précommande. Précommandé actuellement. Précommande à la FNAC sur des plateformes. Mais le 3 décembre, il sera en librairie. C'est ça. Merci beaucoup. Voilà. Bonne soirée.